Bienvenue à tous sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors vous nous connaissez maintenant parce que ça fait quelques temps que l'on diffuse. C'est un podcast qui rassemble déjà tous les acteurs du ministère de l'Intérieur, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les agents de préfecture, mais qui rassemble aussi nos concitoyens qui ont affaire dans leur démarche, en termes de protection aussi, au service du ministère de l'Intérieur, que ce soit au niveau national, dans leur département. Et donc c'est un podcast qui rassemble, mais qui rassemble aussi en racontant des histoires de nos agents qui sont très engagés au service du public, des bribes de vie professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai avec moi 2 sapeurs-pompiers assez haut gradés dans la hiérarchie, je dois le dire, mais ils se présenteront dans un instant. Merci à vous, Arnaud et Bruno, d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler d'une des missions essentielles et extrêmement importantes du ministère de l'Intérieur, qui est la protection des populations et la gestion des crises. Alors des crises, malheureusement, on en a connu beaucoup par le passé, des catastrophes naturelles, des catastrophes industrielles, des explosions. Et dans ce cas-là, c'est une des directions du ministère de l'Intérieur, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, la DGSCGC, qui est à la manœuvre dans la gestion de crise. C'est une direction qui est composée principalement de sapeurs-pompiers, métier qui est le vôtre. Mais vous allez nous raconter tout ça en mettant en lumière 2 catastrophes naturelles au cours desquelles vous êtes intervenu à des postes de commandement, et vous allez nous dire vraiment quel est ce cœur de métier du ministère de l'Intérieur et comment on s'y prend quand une telle situation a lieu, et comment on protège les populations et comment on prend les bonnes décisions aussi pour que nos concitoyens aient le moins de conséquences dramatiques dans leur vie. Peut-être Bruno, je vais commencer par te laisser te présenter, peut-être nous dire pour toi quelle est la catastrophe à laquelle tu as participé et qui a été finalement la plus importante, ou celle où tu as été le plus au cœur de cette gestion de crise? Merci Camille, c'est une bonne question. Parce que je dirais qu'il n'y a jamais 2 catastrophes qui se ressemblent. Et c'est un domaine où l'humilité est peut-être une des premières qualités, puisqu'on ne fait jamais 2 fois la même chose. Je suis sûr qu'avec Arnaud, quand on va échanger sur les crises qui ont pu avoir lieu en France pour les tempêtes Xynthia ou cyclone assez récent, eh bien, pour répondre à la question, ça serait peut-être le tsunami, earthquake, tremblement de terre, tsunami et liquéfaction que j'ai connu à Palu. Parce que à Palu ou Palu, c'est au Sulawesi, en Indonésie. Alors, en Indonésie, voilà, d'accord. Où j'ai été confronté pour la première fois à ce qu'on appelle la liquéfaction. Alors, je ne savais pas ce que c'était, je l'avais jamais connu, je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. C'est un phénomène très rare, c'est quand le tsunami arrive, donc la vague, elle détruit tout ce qui est l'infrastructure au-dessus. Sauf que la vague, c'est comme un mur d'eau qui se déplace. On imagine un mur d'eau qui se déplace. Et donc, dans la vague, forcément, vient de la mer. Donc, dans la mer, il y a des grottes. Et il y a des grottes qui font des résurgences beaucoup plus loin sur la terre ferme. Sauf que les gens ne savent pas qu'il y a une grotte, puisque ça ne se voit pas. Et sur la terre ferme, il y a de la terre. Donc, les gens ont construit sur la terre. Donc, quand il y a eu ce tsunami à Palu, évidemment, il y a eu des effets dévastateurs du tsunami sur le rivage. Mais il y a eu aussi un phénomène extraordinaire qui fait que l'eau arrive avec la même force dans ces grottes, arrive au niveau des habitations, ça devient de la boue immédiatement, donc ça se liquéfie. Les maisons sont complètement aspirées par cette boue. Et quand vous arrivez, vous voyez juste un champ à peine sec, et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont en dessous. Il y a des maisons. Tout est dévasté. Et là, c'est très compliqué parce que c'est un peu comme il y a eu pour le tsunami à Banda Aceh en 2004, quelques années avant, où on a fait des tombes. Les tombes, c'était là où il y a eu la catastrophe. Voilà. Donc ça, c'est la catastrophe à juste titre qui a le plus marqué ta carrière. Et tu peux nous retracer un peu ta carrière? Je crois que tu as commencé comme pompier volontaire avant d'être pompier professionnel. Absolument. Je me suis engagé à 16 ans. Waouh. Presque contre l'avis de mon papa, mais bon, merci. Et comme puis, quoi, il ne faut pas toujours faire ce que veulent nos parents. Veut, exactement. Et puis, j'avais promis que je ne serais jamais pompier professionnel. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que j'estimais que la flamme, la passion, c'était plutôt le volontaire qui faisait ça en plus de son métier. Donc, Et tu en es revenu? J'en suis pas revenu, mais j'ai essayé d'être officier volontaire et en même temps cadre dans une société. Et là, je me suis rendu compte que ça prend beaucoup de temps d'être cadre. Et donc, ce métier m'a conduit sur les plateformes pétrolières aux Émirats Arabes Unis. Et puis, il y a eu la guerre du Golfe. Et comme j'avais la photo du calendrier des pompiers de Cagnes-sur-Mer à l'époque, sur mon bureau quand j'étais aux Émirats Arabes Unis, je suis revenu, j'ai dit, bon Bruno, il est temps que tu fasses ce qui te plaît et ce qui fait le plus sens pour toi. Et c'est donc les sapeurs-pompiers. Voilà. Alors, un petit coucou en passant donc aux pompiers de Cagnes-sur-Mer, avec qu'on salue s'ils nous écoutent. Merci beaucoup à toi. Alors,
Arnaud, tu es quelques années plus jeune que Bruno, je crois, mais est-ce que vous êtes déjà croisés, est-ce que vous connaissez ? Alors on s'est croisés à multiples reprises par le biais d'amis communs. Et puis Bruno, c'est quelqu'un que j'admirais lorsqu'il était à la place que j'occupe aujourd'hui. D'accord, tu es un peu le successeur quelques années plus tard de Bruno ? Modestement. Mais c'est vrai que lorsqu'il a occupé le poste et les fonctions de chef du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, moi j'étais à l'époque chef de compagnie dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye, et je me posais la question de savoir comment un jour je pourrais embrasser les mêmes responsabilités que lui. Donc par des concours de circonstances et un peu de formation aussi, je me retrouve maintenant derrière le bureau qu'il occupait. Et c'est vrai que l'accélération des crises, au-delà des mots, m'a donné beaucoup de matière pour finalement aiguiser un peu mes compétences dans le domaine. Et toi, donc, tu es sapeur-pompier depuis combien d'années ? Et pareil, un peu la même question que Bruno, est-ce qu'il y a une crise qui t'a le plus marqué ou tu t'es particulièrement investi ? Alors, je vais commencer par répondre à la première question. Comme Bruno, je suis rentré à 16 ans. Mais par contre, moi, avec la volonté ferme d'en faire mon métier dès le début, et j'ai tout fait pour. Et puis, les crises qui m'ont marqué, alors en tant qu'intervenant à l'étranger, je dirais le tremblement de terre au Népal et les méga feux de forêt en Australie. Et puis sur le territoire national, j'ai participé à un certain nombre d'interventions en lien avec les attentats. Donc c'est vrai que ce sont toujours des opérations marquantes. Et ensuite, dans les opérations que j'ai eu à gérer, là encore très humblement, puisque la gestion de crise c'est quelque chose de plastique qui associe une diversité d'acteurs. J'ai eu sur le territoire national la tempête Alex, qui a quand même été marquante, et je crois qu'on va y revenir tout à l'heure sur des regards croisés, mais également l'explosion du port de Beyrouth, le Covid-19 qui nous a tous occupés pendant 2 ans. Et là, en sortant du Covid, on tombe sur les événements en Ukraine, voilà, la guerre en Ukraine, où la sécurité civile française participe également, notamment sur les pays frontaliers. Avant cela, on avait eu à participer au rapatriement des Français de Kaboul, les feux de forêt cet été en Grèce, sur l'arc méditerranéen, enfin un certain nombre de crises. Voilà. Pour moi, ça a commencé à l'explosion de l'usine Lubrizol, puis aujourd'hui, j'en suis à l'Ukraine, et on traverse comme ça les crises. Moi, ce que je retiens de ce que chacun d'entre vous venait d'expliquer, c'est que non seulement vous êtes présent et en coordination vraiment de la gestion de crise quand elle se passe sur notre territoire, quelle qu'en soit sa nature, une fois de plus naturelle, industrielle, et même en assistance et en concours lorsque c'est un événement de sécurité, vous êtes aussi très présent à l'international, aux Outre-mer, sur des catastrophes qui peuvent toucher d'autres régions plus éloignées de l'Hexagone. Et dans ces cas-là, vous travaillez avec le ministère des Affaires étrangères, j'imagine. Tout à fait. Je vais vous donner 2 exemples très récents. Donc, récemment, nous sommes intervenus à Madagascar suite au passage du cyclone Batsirai. Précédemment, nous étions intervenus à Haïti suite au dernier tremblement de terre, c'était en avril dernier. Et effectivement, sur chaque projection, on travaille main dans la main avec le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, qui systématiquement va être pour nous un appui, va faciliter les démarches avec son réseau diplomatique. La France est présente aux 4 coins du monde, le soleil ne se couche jamais sur la France, donc on s'appuie, on s'adosse sur leur réseau, le réseau aussi des attachés de sécurité intérieure, des experts techniques internationaux, qui finalement vont nous permettre d'aller porter les couleurs de la France aux 4 coins du monde, le rayonnement de la sécurité civile également. Évidemment, on va rendre service à la population, mais c'est toujours à partir d'un avis d'opportunité qui est tranché par le Quai d'Orsay. Vous avez tous les deux, avec une dizaine d'années d'écart, effectivement, travaillé au COGIC, le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Vous avez donc tous les deux, à peu près à une dizaine d'années d'écart, travaillé dans ce COGIC que tout le monde connaît bien en termes de gestion de crise. C'est le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Et vous avez, chacun d'entre vous, été en pilotage, en coordination dans ce COGIC à 2 moments de catastrophe naturelle pour la France. À la fois la tempête Xynthia en 2010, où vous étiez présent aux commandes, on va dire, dans ce centre opérationnel, mais aussi la tempête Alex, beaucoup plus récemment, on en parlait il y a un instant. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être, Bruno, commencer par nous dire cette tempête Xynthia, un petit peu le déroulé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on active, comment on appelle des renforts, qu'est-ce qu'on met en place ? Et puis peut-être après, peut-on faire le parallèle avec la tempête Alex ? Est-ce que ça s'est passé de la même manière, ou les choses en 10 ans avaient beaucoup évolué au sein de ce COGIC ? Tout d'abord, avant la crise, moi, j'aime bien le terme d'intelligence de crise, parce que qui dit gestion de crise dit la crise est déjà là. Or, l'intelligence de crise, pour moi, c'est d'essayer justement de diminuer les effets de cette crise et de les anticiper au mieux. Souvent, on dit il y a avant, pendant et après la crise. Bon, l'intelligence de crise, pour moi, ça couvre les 3 domaines. Et surtout, c'est de travailler avec les services spécialisés. Qu'est-ce qui est frappant sur la tempête Xynthia ? C'est que, d'abord, elle va permettre
la naissance de quelque chose, qui est un phénomène qui n'avait pas été analysé initialement, c'est le phénomène de vague subversion marine. Donc il y a un nouveau pictogramme suite à Xynthia qui va être créé, puisque tous les rapports sont concordants là-dessus, que ce soit les rapports de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour des comptes, du Conseil général de développement durable, et on dit, écoutez, oui, effectivement, il y avait un phénomène dû aux vagues, un phénomène dû à une tempête, mais on n'avait pas suffisamment anticipé le phénomène de submersion marine. Ça, c'est un premier point. Parce qu'on l'avait jamais rencontré de cette ampleur. On l'a peut-être jamais rencontré, mais vous savez, la nature, j'ai tendance à dire, elle est toujours la même. C'est un peu comme la liquéfaction, ça arrive une fois sur... mais bon, c'est arrivé. Mais il y a le dérèglement climatique, voilà. Il y a plein de choses aussi qui apparaissent avec plus d'acuité que par le passé. Absolument, et puis surtout, il faut que l'homme reste à sa dimension par rapport au cosmos, c'est-à-dire pas grand-chose. Il ne faut pas qu'on l'oublie, ça. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, ça a suscité, c'est qu'aujourd'hui, Arnaud vous en parlera mieux que moi, mais il y a tout ce qui est le phénomène des réseaux sociaux, qui à l'époque était encore balbutiant. Le COGIC n'en était pas doté. C'est un outil extrêmement performant que j'ai eu la chance de développer. Et juste pour la petite histoire, j'avais pas que des alliés, on va dire, puisque certains estimaient que c'était inutile, éventuellement dangereux, et en tout cas, ça faisait pas sens. Et on a eu le phénomène de chute de neige extrêmement importante, je crois en 2012, 2011, je ne sais plus, en février. Et on active la CIC, donc la cellule interministérielle de crise, c'est toujours le COGIC, si vous voulez, qui fait la veille et qui va activer, donc qui va convoquer les autres ministères. Et la direction de cette CIC a été prise par le Premier ministre, qui était M. Ayrault. Et donc, M. Ayrault arrive, et puis il se rend compte que c'est pas possible ce qu'on lui raconte, quoi. Autant de neige à Nantes, c'est pas possible, alors qu'il était de Nantes. Et il y a un conducteur de locomotive qui prend, depuis son poste de pilotage, la photo de Nantes sous la neige. Et là, évidemment, on me l'a fait passer, je l'ai fait passer de suite au Premier ministre, et il dit « Ah oui, mais je connais très bien ». Et là, du coup, tout le monde s'est rendu compte de la puissance des réseaux sociaux, juste parce que... Alors, je remercie, je ne connais pas le conducteur de locomotive de la SNCF, mais en tout cas, bravo, il nous a vraiment beaucoup aidé. Et je pense que ça s'est développé. Et je pense qu'Arnaud, tu peux dire comment ça se passe maintenant avec... Parce que Xynthia, on était en 2010, et c'est vrai que c'était le début des réseaux sociaux, notamment pour les administrations, même si le ministère de l'Intérieur est en avance parce que proche de ses concitoyens en matière de gestion de crise, c'est vrai qu'on n'avait pas encore franchi ce cap et que ça a pu ouvrir les yeux de certains sur cet intérêt. Alors effectivement, je peux vous en parler 10 ans après. Autant Bruno parlait d'intelligence de crise, moi j'aime bien parler de facilitateur de crise. En tous les cas, je pense que le rôle du COGIC, qui est une famille, qui est un peu la clé de voûte des centres opérationnels en France, a pour but de veiller la situation nationale. On a un peu les anges gardiens sur le territoire national. Les yeux et les oreilles. Exactement. On a ce rôle quand même de veille et d'écoute, de débruitage, d'information des autorités politiques, à commencer par le ministre de l'Intérieur lui-même, qui bien souvent monte au COGIC pour faire des points de situation et qui se tient toujours informer des situations, des événements sur le territoire. Et donc, c'est vrai qu'on a ce rôle un peu de facilitateur, parce qu'en fait, on ne fait pas que commander un centre opérationnel, c'est en fait une sorte de famille, le COGIC, et on travaille tous ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la résolution des crises. Et effectivement, on est aidé par un certain nombre d'outils, donc les outils qui n'existaient pas à l'époque, qui sont les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, etc. On a des consoles de MSGU, donc c'est la gestion en fait médiatique des situations d'urgence, avec des personnels qualifiés qui vont venir surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on vous suit activement, Camille Chaise, sur les réseaux sociaux. Et donc, on surveille un peu de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, on a des remontées d'informations souvent pertinentes qui nous évitent d'engager des éléments opérationnels sur le terrain. Donc c'est des éléments très facilitants, et pour la tempête Alex notamment, on a pu dans les vallées de la Tinée, de la Roya, de la Vésubie, à partir de photos qui nous ont été transmises via l'association Visov au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, déterminer la lourdeur, l'ampleur de cette catastrophe suite à un événement vraiment explosif en termes de météo, et on a pu dépêcher au plus vite, même prépositionner des moyens qui ont permis en fait, si ce n'est de sauver tout le monde, en tous les cas de mettre beaucoup de personnes à l'abri. Toi aujourd'hui Arnaud, tu es chef de ce COGIC, c'est ta mission au quotidien. Quel est le premier réflexe qu'ont les agents du COGIC quand il se passe un événement extraordinaire? Est-ce que c'est d'envoyer des moyens? Est-ce que c'est d'analyser la situation? C'est quoi la première étape en gestion de crise pour le COGIC? Alors c'est chacun à sa place. Donc dans toutes les gestions de crise, il y a une phase d'anticipation. Donc bien évidemment, si je prends l'exemple de la tempête Alex, on ne l'a pas découvert au moment où les premières pluies sont tombées. C'est un travail
que l'on fait de longue haleine avec Météo France, qui est intégré aussi au COGIC par une cellule d'appui de crise lors d'événements climatiques majeurs. On le fait aussi avec l'ensemble des services de la DGCGC qui analysent la gestion de ces phénomènes. On le fait aussi avec le groupement des moyens nationaux terrestres, qui sont les militaires des formations de sécurité civile, qui viennent depuis Brignoles, depuis Nogent, depuis leur régiment, en fait, se prépositionner sur le terrain. On le fait aussi avec le groupement des moyens d'aviation, avec le groupement des moyens héliportés. Donc on va tous, chacun à notre poste, faire au mieux, informer les autorités qui vont ensuite prendre les décisions que nous, ensuite, nous allons mettre en œuvre. Mais je dirais que les premiers réflexes, lorsque le COGIC passe en posture opérationnelle renforcée, c'est un peu la mobilisation générale à tous les niveaux. Chacun à son poste, prêt à intervenir. Exactement. C'était déjà le cas il y a 10 ans, lors de la tempête Xynthia ? Alors la méthodologie, c'est des bases si vous voulez. Hein. C'est comme les légions romaines. Il y a des bases solides qui perdurent. Les bases solides, celles-là, il faut, et c'est nos seuls repères dans la crise. Donc si on commence à bouger celle-ci, je ne suis pas sûr que... On puisse encore parler de gestion de crise après. Voilà. Tu as évoqué Arnaud, Météo France, avec qui on travaille. Il y a d'autres grands opérateurs avec lesquels on travaille en proximité quand il y a une crise à gérer. Je pense aux télécoms, par exemple. Parce qu'il faut réparer les lignes, l'électricité, le téléphone. Voilà, et on l'a vu il y a très peu de temps, puisque récemment, on a eu affaire à un blackout. Donc, heureusement, nous avons des opérateurs de grande qualité. Orange était down. Et pour rassurer tout le monde, il y a peu de temps encore, on a réalisé un exercice majeur avec également la cellule de Bercy et les opérateurs indiqués pour effectivement obtenir un système de plus en plus résilient. Mais on travaille aussi avec d'autres directions générales majeures pour les Outre-mer, pour la prévention des risques. On travaille avec Enedis, avec la SNCF. Voilà, tout le monde est relié par un système et un outil de gestion de crise qui s'appelle Synergie et qui est suffisamment robuste pour nous permettre en fait d'envisager la gestion de toutes les crises. Alors c'est une plateforme internet où on explique ce que doit faire chacun et on se répartit le travail entre nous, c'est ça ? C'est un portail interactif qui permet à chaque préfecture, à chaque acteur intégré de glisser de l'information et effectivement de la partager, parfois avec des modes plus ou moins confidentiels, mais en tous les cas, c'est un outil qui est éminemment partagé et qui vise à être renforcé. C'était une de mes questions aussi, Bruno. Comment on peut, depuis le COGIC, par exemple sur le cas de la tempête Xynthia, informer au mieux nos autorités sans embêter nos collègues de terrain qui se font un travail de prompt secours, de relevage de victimes, un travail vraiment de protection des populations. On ne veut pas les embêter sur le terrain quand ils font ce travail, mais en même temps, pour prendre les bonnes décisions, on a besoin d'être bien informé. Alors comment on fait concrètement avec le terrain ? Là encore, Arnaud a une longueur d'avance si on fait le match à l'inverse du temps. Puisqu'aujourd'hui, un système va être déployé par l'Agence numérique de la sécurité civile qui s'appelle Nexis. Nexis va permettre au COGIC comme aux états-majors interministériels de zone qui dépendent du COGIC de voir exactement ce qui se passe en temps réel dans tous les SDIS. Et jusque-là, il fallait que le COGIC passe par l'état-major de zone pour que cet état-major de zone demande au service d'incendie. Tout ça par téléphone. Voilà, par téléphone ou même par mail, mais du coup, ça faisait un bruit qui est... Pas ce que j'appelle efficace. Bruit, c'est tout le temps qu'on perd à parler, bien que parler soit nécessaire. Mais en crise, j'avais tendance à dire ce que j'appelle mes géomagiciens, donc c'est en fait des géomaticiens, le vrai terme, qui sont chargés de nous aider et d'afficher en permanence ce qui est utile. Alors la question c'est qu'est-ce qui est utile ? Et moi je leur posais, parce qu'ils venaient souvent me voir, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on affiche ? Dites-nous. Nous, j'ai dit non, écoutez, c'est très simple. Quand le ministre arrive, s'il pose une question, c'est qu'on n'est pas bon. Donc il doit voir en permanence les informations qui l'intéressent, sur y a-t-il des blessés, y a-t-il des morts, quelles mesures faut-il prendre, etc. Alors du coup, c'est un réseau de réseaux, je dirais, le COGIC. Puisque sa capacité, pour moi sa plus grande agilité, c'est d'aller justement chercher les informations dans ces différents réseaux et d'en extraire ce qui fait sens une fois de plus. C'est la philosophie, on va dire. Parce que ce qui fait sens, du coup, c'est ce qui va permettre à nos autorités politiques de décider. Et nous, on est là pour leur signaler, d'une part, ce qu'on a capté, quels sont les signaux qu'on a captés, et des possibilités pour eux de les traiter. Choix 1, choix 2, choix 3, voilà. Et choix 1, on a assez d'hélicoptères, on n'a pas assez de plongeurs. Choix, oui, je veux dire, c'est que des rapports, on va dire, de force qui sont consécutifs à ces informations qu'on a rassemblées et qui nous permettent de faire des propositions. Donc il y a pas simplement du traitement d'informations, il y a aussi une part de créativité au sens où il faut préparer des scénarios, mais pas dans 15 jours, c'est dans 1 heure, dans 10 minutes, et donc des décisions qui sont toujours prises de façon
on va pas dire que c'est un stress, si c'en est un positif. Mais on n'est jamais tranquille au COGIC, parce que... Enfin, je crois. En même temps, Bruno, je pense que tout ne passe pas par les outils numériques, même si indiscutablement il y a un mur numérique à franchir très rapidement pour répondre un peu aux standards internationaux de gestion de crise. Mais ce qui fonctionne bien, et je le constate régulièrement en gestion de crise, c'est la discussion directe, et c'est un des points forts du COGIC de pouvoir mettre en relation, je l'ai vu pendant la tempête Alex, le ministre de l'Intérieur qui est monté, Gérald Darmanin, à plusieurs reprises, parfois accompagné d'autorités publiques des Alpes-Maritimes, pour faire des points en direct avec le préfet de département. Et c'est vrai que le COGIC permet ça, de mettre en relation à la fois le niveau européen aussi qui avait été activé, le ministre de l'Intérieur pour le gouvernement français, le préfet de zone, le préfet de département, une pluralité d'acteurs qui finalement vont se mettre d'accord pour prendre des décisions et fixer la trajectoire aux opérationnels. Et donc pour répondre à votre question initiale, Camille Chaise, ce n'est pas finalement un frein au déroulement des opérations sur le terrain, puisque les opérationnels sont aussi preneurs de consignes et d'axes directifs assez clairs. Donc il faut qu'au niveau politique, les personnes qui ont décidé puissent se regrouper, échanger entre elles pour prendre les décisions utiles. Et le but, effectivement, c'est toujours d'aider le terrain, d'apporter des solutions à des difficultés, pouvoir anticiper des difficultés qui viendraient. Et donc c'est aussi votre travail. Arnaud, je crois que le COGIC, ce qu'il développe le mieux, c'est la relation de confiance. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce mur de l'information, ça nous permet, nous, de toujours recroiser nos sources. Et que donc, lorsque le COGIC affiche une information, les gens, naturellement, parce qu'ils nous connaissent, savent que ce qu'on dit, ça a été vérifié. Donc, c'est pas quelque chose qui puisse être mis en doute. Or, dans une crise, la question, c'est le doute qui vous assaille et vous étreint, comme aurait dit le poète, et l'incertitude. Et donc, quand on arrive effectivement, comme le vient de le dire Arnaud, à mettre ensemble des gens qui ont confiance dans les informations qu'on leur a données pour qu'ils prennent des décisions sur le terrain, ça règle beaucoup de problèmes. Et je voudrais l'illustrer par la tempête Alex, sinon j'aurais un regret, puisqu'on parle depuis tout à l'heure du COGIC et de nous à travers le COGIC, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs autour d'une gestion de crise. Donc il ne faut pas oublier le corps préfectoral et donc notre directeur général, il ne faut pas oublier les administrateurs civils, il ne faut pas oublier les autres centres opérationnels, les armées, la santé, les affaires étrangères. Si on prend par exemple la tempête Alex, on a utilisé les moyens aériens des armées, en plus des nôtres. Le Quai d'Orsay a dû informer un certain nombre de pays partenaires, notamment l'Italie, qui avait des effets de bord par rapport à cette crise. On a utilisé aussi les services de la santé, puisqu'on était en période Covid. Donc tout ça, finalement, c'est une grosse machine. Et nous sommes dans ce dispositif des facilitateurs de crise. Moi, ce que je retiens de vos témoignages depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour faire votre travail, il faut être très très calé sur tout l'écosystème, tout le monde qui nous entoure, savoir quel matériel on peut emprunter aux uns et aux autres, savoir quelle relève on peut engager. Il faut vraiment connaître tous ses partenaires sur le bout de doigt et savoir chacun ce qu'il peut apporter à la gestion de crise. Alors, il faut surtout être très calme et effectivement avoir une bonne connaissance. Sur les qualités pour faire ce travail. Les qualités pour être sapeur-pompier déjà, on les connaît un petit peu, puis pour faire ce travail vraiment de gestion de crise. Non, mais vous l'avez dit, je pense une bonne connaissance de son écosystème, du calme, du l'endurance. Aussi, non Parce qu'il y a du matériel dont on peut espérer des effets, puis des fois le matériel peut-être qui ne marche pas aussi bien qu'on voudrait, je ne sais pas. Je dirais de l'endurance, qui est quand même une qualité propre à tous les sapeurs-pompiers, mais c'est aussi vrai à l'arrière dans les salles opérationnelles, et notamment dans ce centre, puisque les nuits sont courtes. Et au bout de 3 ans, pour moi, je peux vous dire que c'est quand même un petit parcours sportif. Je crois qu'il y a capacité et aptitude à récupérer rapidement sur des périodes courtes. Tel un sportif. Voilà. Et ensuite, pour la connaissance, c'est simple, elle ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais comme les crises, donc il faut toujours qu'on se remette en cause, en fait. Sinon, on est en décalage. Et puis, c'est beaucoup relationnel. Cette confiance, une fois qu'elle a tissé, les gens vous rappellent, donc il faut être disponible. C'est vrai que j'avais tendance, moi, à la place d'Arnaud, je ne savais plus si c'était le jour ou la nuit, en fait. Voilà, pour la petite info, excuse-moi de te couper, Bruno, on a tous au-dessus dans notre bureau, sur nos armoires, on a tous un lit Pico que l'on déploie un peu trop souvent, à mon goût, de plus en plus. Donc, c'est peut-être un marqueur aussi de l'accélération des crises. Alors, j'imagine aussi qu'on apprend de chaque crise, peut-être des petites crises qui, heureusement, n'ont pas de drame humain, de bilan humain. Est-ce qu'on fait tout le temps des retours d'expérience ? Comment on fait évoluer nos pratiques du fait d'une crise qui s'est plus ou moins bien passée en termes de gestion ? Est-ce qu'on apprend tout le temps et comment on change les process finalement ? Je vais vous redonner une petite anecdote. J'adore les anecdotes. Moi aussi, j'aime bien ça. En fait, un jour, j'ai des gens qui arrivent au COGIC en blouse blanche. Alors nous, en général, on est en uniforme. Des médecins.
Presque. C'était des gens qui venaient vérifier les normes sanitaires de notre cuisine, là où on prend le café, là où on mange. Je sors du bureau et je leur dis, est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous quelques minutes? Alors, ils ne s'attendaient pas à ce que le chef du COGIC aille les voir. Et puis donc, je leur dis, écoutez, voilà, votre mission, c'est une mission d'intérêt national. Ils me regardent, ils pensaient que j'étais un petit peu en décalage. Et je leur dis non, parce que les gens, quand ils sont au COGIC, ils sont extrêmement concentrés. Quand ils vont aller boire un café, ils vont se relaxer. Donc si vous me dites que là où on se restaure, c'est pas conforme, où il y a un problème, c'est le seul endroit de décompression, et pour moi c'est vraiment le baromètre. L'ambiance de la salle, je la prends pas dans la salle, parce que dans la salle c'est calme, et justement il faut qu'on le soit. L'ambiance de la salle, je la prends quand les gens se détendent. Et si je vois qu'ils n'arrivent pas à se détendre parce qu'ils sont tendus, il faut que je change les choses. Donc vous voyez, vous êtes mon premier thermomètre. Alors là du coup ils ont compris, évidemment ils n'ont pas fermé la salle, parce que moi j'avais toujours peur que l'inspection se déroule mal, parce que c'est vrai que dans un centre de crise c'est pas notre numéro 1, mais je crois que maintenant Arnaud a une nouvelle cuisine toute belle. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes parce qu'on reste des humains, vous voyez. C'est très vrai. Et donc, sur les retours d'expérience, effectivement, on en fait systématiquement. Moi, l'enseignement majeur que je peux tirer après 3 ans, c'est finalement que la gestion de crise, ce n'est pas l'apanage des sapeurs-pompiers, des gendarmes, de la préfectorale. C'est vraiment une matière polymorphe, plastique, qui nécessite en fait l'intérêt et l'implication de tous. Dans la mobilisation générale dont je parlais tout à l'heure, elle est vraie dans les bureaux, elle est vraie dans les centres opérationnels, elle est vraie aussi sur le terrain, puisqu'il y a un autre acteur qu'il faut prendre en compte, c'est souvent les associations, les collectivités locales, qui sont en fait l'élément alpha de la résolution des crises. C'est eux qui sont en proximité, c'est eux qui interviennent. Nous, on est là en fait un peu pour organiser les choses dans la subsidiarité, dans le long terme, et c'est vrai avec des moyens beaucoup plus importants parfois, mais voilà, le grand retour d'expérience que je peux tirer au bout de 3 ans, c'est que la gestion de crise, c'est une affaire de tous. La gestion de crise, c'est une affaire de tous. Ça pourrait être la conclusion du podcast, mais j'ai encore une ou deux petites questions à vous poser. Notamment, je me posais la question du dérèglement climatique, qui connaît ces nouvelles évolutions, l'accélération parfois de catastrophes naturelles, des catastrophes de nouveaux types. Est-ce qu'il y a un travail prospectif que vous menez, peut-être avec des partenaires européens sur ces questions-là? Est-ce qu'on arrive à anticiper des nouvelles crises? Est-ce qu'on arrive à se préparer à ce qu'on n'a jamais vécu et à ce qu'on n'imagine peut-être même pas? Alors merci pour cette dernière question, très pertinente, qui me permet de rebondir sur le travail qui est effectué en ce moment même à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, puisqu'il y a un travail prospectif, d'anticipation qui a été souhaité par notre directeur général. La DGSCGC travaille main dans la main avec le MTES, avec Météo France, MTES. avec le ministère de la Transition écologique. Ah, d'accord. Avec Météo France, avec les opérationnels, avec l'Europe également, pour adapter notre réponse, nos capacités aux événements qui malheureusement ne vont pas manquer d'arriver. Par exemple, j'avais entendu, ou peut-être est-ce un pompier qui me l'avait expliqué, que les feux de forêt aujourd'hui ne touchent plus seulement les départements du sud de la France, mais progressivement on a des feux de forêt dans des départements qui sont des fois même au nord de la Loire, donc disons au nord de la France parfois. Alors c'est très marrant comme question. Non, c'est pas très marrant. Si, parce que vous allez voir, vous pensez que c'est nouveau. En fait, la Seine-et-Marne, en 1970, a décidé de départementaliser. Ça a été le premier département de France qui a décidé de départementaliser. Je vous rappelle qu'avant, les sapeurs-pompiers étaient communaux. Et la question est pourquoi? Alors, j'ai évidemment discuté avec l'ancien président du conseil d'administration de l'époque, qui était membre du conseil constitutionnel, qui s'appelle M. Jean-Jacques Hyest, qui m'a simplement expliqué qu'en 1970, en 69 exactement, il y a eu des feux de forêt à Fontainebleau. Et à l'époque, la forêt de Fontainebleau était défendue par de nombreuses petites communes qui disposaient toutes d'1 ou 2 ans d'un incendie, qui, n'ayant jamais travaillé ensemble, n'ayant jamais fait d'exercice, se sont tous retrouvés dans la forêt sans savoir exactement quel était l'effet majeur. Et que donc, même près de Paris, en 1970, la décision a été prise de départementaliser pour accroître l'efficacité. La vraie question aujourd'hui, c'est faut-il considérer ce réchauffement climatique à l'échelle de notre pays, puisque encore cette semaine, on a eu des feux de forêt dans des départements qui ne sont pas forcément côtiers, même s'il y en a eu aussi au niveau des départements côtiers, donc du sud de la France. Et comment faut-il que nous nous préparions à demain? Et ensuite, faut-il que nous arrivions à une efficacité opérationnelle au niveau international, à minima européenne, puisque j'ai commencé, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Cannes-sur-Mer, c'était dans le 06, et que parfois j'ai pas pu éteindre un certain nombre de feux avec nos collègues italiens parce qu'on n'avait pas tout simplement le même raccord. C'était il y a une trentaine d'années, aujourd'hui on n'a toujours pas les mêmes raccords. Et pourtant, je crois qu'au niveau de normalisation, l'Europe a pas arrêté elle non plus. Donc c'est une question qui est complexe et qui nécessite une réflexion commune, une fois de plus, comme en gestion de crise.
et j'espère une réponse unique. On a encore du travail pour quelques années, si je comprends bien. Au niveau européen, Je au crois niveau bien. international, avec tous nos partenaires. On espère en tout cas qu'on continue tous ensemble à avancer sur ces sujets-là. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à des jeunes femmes, à des jeunes hommes qui ont peut-être aujourd'hui 16 ans, qui sont en train de s'engager dans les sapeurs-pompiers, qui rêvent d'un jour d'avoir votre carrière ou de faire ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes femmes, encore trop peu nombreuses, il faut le dire, chez les sapeurs-pompiers? S'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous engager. Il y a de la place pour chacune d'entre vous et ces jeunes hommes qui vous regardent sûrement avec des étoiles dans les yeux pour faire un jour votre métier. Je leur dirais qu'il n'y a pas de plus beau métier au monde que de s'engager pour la défense de la population, de l'environnement, des biens. Je leur dirais que les portes sont grandes ouvertes, que l'on soit une femme ou un homme. Et puis, je leur dirais que dans les années qui viennent, on aura besoin d'une relève, d'une force vive, de pouvoir compter sur ces personnes et que le métier est en train de muter profondément. Donc, qu'ils n'hésitent pas à pousser les portes des casernes. Il mute parce qu'il devient plus technique, plus complexe, plus partenarial? Il mute parce qu'aujourd'hui, on devient des techniciens polyvalents du risque. On intervient un peu sur tous les théâtres d'opération, du relevage d'une personne sur la voie publique à une intervention pour un mal de ventre à domicile. On va aux frontières de l'Ukraine aider nos collègues en guerre. On va dans les territoires d'outre-mer, parfois étrangers, suite à des catastrophes climatiques majeures. On va intervenir au niveau national dans le contexte des épidémies. Véritablement, depuis ces dernières années, on diversifie nos actions. Moi, je pense que j'ai envie de m'adresser à ceux qui n'ont pas encore franchi la porte d'une caserne et qui se demandent pourquoi. Moi, je dis pourquoi pas vous, mais simplement parce que si vous considérez que vous êtes trop ordinaire pour faire ce métier, ça tombe bien. On a besoin de gens, d'hommes et de femmes ordinaires. Par contre, je vous garantis, et je pense qu'Arnaud sera d'accord avec moi, on vous garantit des aventures extraordinaires. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Bruno, merci Arnaud pour votre témoignage. On continue ces échanges sur la gestion de crise d'ici quelques jours, ensemble, en Twitter Space. Donc n'hésitez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer en débat sur cette thématique importante de la gestion de crise au sein du ministère de l'Intérieur. À bientôt.